et social. Qui veut le développement de la culture corse. De permettre l'engagement des services de l'État dans... Eiwa Gorsiga, Eiwa Obambulu Gorsu. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur IHT pour enfin ce premier numéro de l'année de Contraste, interrompu de longues semaines pour cause d'épidémie. Néanmoins, l'essentiel est de se retrouver avec notre partenaire, la radio de service public RCFM. En cette année électorale importante où l'avenir du pays se joue pour les 5 années à venir, la Corse paraît revenir timidement, certes, dans le débat national. La donne politique issue des urnes en juin, les problématiques posées en termes de décentralisation, de relations avec l'État sous ses différents aspects, y compris judiciaires, tout cela s'est invité au Parlement grâce au travail des députés corses, mais aussi d'autres parlementaires qui ont contribué à changer le regard porté sur l'île par la représentation politique nationale. Certes, le chemin est encore long et pour en parler aujourd'hui, nous recevons celui qui a été un des moteurs de cette démarche, le député de l'Eure, Bruno Kettel. Bruno Kettel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez interrogé sur ce plateau par Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir. Patrick. Et Dominique Moret de la rédaction de Via Style. Bonsoir à vous, Dominique. Bonsoir. Alors Bruno Kettel, vous n'êtes pas un inconnu en Corse, d'abord parce que vous êtes corse, vous êtes originaire de Caen, il y a le village de Castaniche où vous revenez souvent. Vous avez une longue carrière politique, vous étiez membre du Parti radical, puis du Parti socialiste avant de rejoindre La République en marche et être élu député de l'Eure en 2017. Vous êtes d'ailleurs vice-président de ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors, je disais évidemment que vous connaissiez la Corse, mais qu'est-ce qui avait que vous vous êtes intéressé à ce dossier plus particulièrement? Il ne manque pas dans l'histoire parlementaire de la France des députés d'origine corse qui étaient élus ailleurs et qui ne s'intéressaient pas à la Corse. Vous, non? J'ai ressenti le besoin d'affirmer clairement la nécessité de participer au débat sur la question insulaire et sur toutes les problématiques qui peuvent concerner la Corse. Et puis j'ai souhaité aussi peut-être apporter quelques éclairages à mes collègues. On est souvent avec un prisme touristique quand on parle de la Corse chez tout un chacun. C'est soit il y a un drame, et ça provoque une prise de conscience, soit il y a les images d'Épinal, avec les questions touristiques que j'évoquais. Il y a des sujets il y a des questions qui doivent être mises sur la table, qui doivent être traitées. Il y a le suffrage universel qui s'est prononcé 3 fois. Et il y a des problématiques réelles du quotidien pour des habitants de ce territoire. Donc c'est pour cela que j'ai souhaité, avec d'autres aussi, je pense notamment à François Pouponne, participer au débat et de ma place y contribuer aussi dans la prise de conscience qui est nécessaire. Et ça a changé l'image qu'ont les parlementaires de la Corse? Visiblement, oui. On est arrivé à pouvoir travailler sur des sujets de fond, comme sur la proposition de loi qui a été adoptée la semaine dernière, et aussi à faire prendre conscience les collègues des problématiques qui sont réelles, qui sont pour certaines prégnantes. Je pense à la question des prisonniers. Et puis aussi d'expliquer parfois comment cela fonctionne. Et moi, je pense qu'on a tous le lien d'appartenance à l'insularité par nos origines fait qu'on se comprend souvent entre nous, quelle que soit notre vie ou nos choix de vie. Et on est sorti de la vision folklorique au Palais Bourbon qu'on avait avant. Je pense que les débats la semaine dernière sur la proposition de loi étaient de fond. Il n'y a eu aucune caricature d'aucun groupe. Proposition de loi sur la spéculation. Voilà, sur la proposition de loi sur la spéculation. On a pu poser les enjeux de la nécessité de débattre sur ces questions-là. Ce qui est une première en 5 ans. On a un peu le sentiment que les députés peut-être ont évolué, mais qu'en revanche le gouvernement n'a pas changé de braquet, entre guillemets, puisque cette proposition de loi elle a été adoptée pour l'instant, pour autant avec un avis défavorable du gouvernement. Oui, ce qui montre bien que nous ne sommes pas des députés Playmobil ou Godillon. Nous avons souhaité, et j'ai été soutenu pleinement par le président du groupe, Christophe Castaner, aller jusqu'au bout de ce débat pour qu'il y ait une prise de conscience aussi collective de la nécessité d'ouvrir ces discussions, de les travailler et de légiférer dans un sens qui soit celui attendu par le plus grand nombre. La question de la spéculation, elle n'est pas tombée du ciel parce que Jean-Félix Akouavi va rédiger ce texte. C'est une réalité, il faut la traiter. Alors, on vous a vu très actif sur le dossier des prisonniers. Vous êtes allé les visiter avec vos collègues parlementaires. D'abord Alain Ferrandi et Pierre Alessandre, puis ensuite Yvan Colonne. Alors, au-delà de l'aspect humanitaire et même judiciaire, c'est pas évident d'aller rendre visite à des gens qui ont été impliqués dans une telle affaire, l'assassinat d'un préfet. Il y a une dimension politique qui est évidente. Vous assumez complètement? Alors, je vous confirme que c'est pas évident.
Je confirme aussi l'émotion qui a été la mienne lorsque je les ai rencontrés chacun pour la première fois. Mais je vous confirme aussi que ces 3 hommes ont depuis plus de 20 ans eu le temps de réfléchir. Ils l'expriment très clairement. Aucun des 3 ne se cache derrière son petit doigt. Et la responsabilité qui est la leur et la justice qui est passée, ils l'assument et ils l'acceptent pleinement. Maintenant, vous l'avez vous-même indiqué, c'est une question d'humanité. Et c'est aussi une question d'équité. Si ces faits dramatiques et insupportables s'étaient produits dans un autre département qui n'aurait pas la même histoire avec l'État depuis 50 ans, est-ce qu'on en serait là? J'en suis pas persuadé. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils se sentent victimes d'une injustice, d'une vengeance d'État, comme on l'entend souvent? Ils ne l'expriment pas en ces termes. Ils restent très positifs. Et ce qui est frappant, c'est que les 3 ont le même souci que la violence ne revienne pas en Corse. Et les 3 expriment chacun avec leurs mots et leur personnalité leur préoccupation de ce point de vue-là et leur souhait d'être justement des facilitateurs dans l'ouverture ou l'écriture d'une nouvelle page dans l'histoire entre l'île et la République. Et c'est très... Je vous l'ai dit, c'est émouvant parce que c'est pas anodin de rencontrer 3 personnes condamnées pour l'assassinat d'un préfet, surtout quand vous êtes parlementaire. Mais c'est aussi une nécessité, en tout cas je considère que c'est inhérent à la fonction qui est la mienne, de porter un message qui soit celui de la nécessité, non pas de passer à autre chose, parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est produit le 6 février 1998, mais d'écrire une nouvelle page. Et écrire une nouvelle page, ça passe aussi par un règlement non pas définitif d'un point de vue judiciaire, mais on ne peut pas rester sur le statu quo où le droit interne n'est pas respecté les concernant tous les 3. Au-delà de la condamnation de la violence, est-ce qu'il y a des regrets exprimés par rapport à l'acte? Je ne veux pas me faire leur porte-parole ici. Ils sont suffisamment adultes et responsables dans la réflexion qui est la leur depuis plus de 20 ans pour mesurer l'inutilité de l'acte qui a été commis à l'époque pour faire avancer la cause qu'ils pensaient être la plus juste. En tout cas, c'est un dossier essentiellement politique. Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une évolution, sinon à brève, au moins à moyenne échéance, c'est-à-dire après la phase électorale? C'est indispensable. C'est indispensable. Le droit doit être respecté partout et pour tout un chacun, y compris ces 3 personnes. Ça, c'est votre volonté, mais au niveau gouvernemental. Mais il y aura inéluctablement des avancées parce que la démarche qui est la nôtre ou celle de nos successeurs éventuels ne s'arrêtera pas. On n'est pas rentré, on n'accompagne pas les 4 députés insulaires et les sénateurs insulaires pour faire joli sur la photo. C'est un vrai sujet de fond, de nécessité pour les représentants du peuple français de voir le droit appliqué pleinement. On ne peut pas accepter, alors qu'on célèbre les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, qu'il soit sous-entendu parfois que ces 3 hommes doivent ou peuvent mourir en prison. La justice, elle est passée. Oui, mais on est au-delà de la justice, là. Oui, mais... C'est de la politique, essentiellement de la politique. Ah, mais vous savez, dans notre pays, aujourd'hui, ce n'est pas le politique qui dit aux magistrats ce qu'ils doivent décider. Vous croyez qu'aujourd'hui, les magistrats décident librement, qu'il n'y a pas une volonté de masquer certaines choses et d'avoir une certaine peur des symboles de la part des représentants de l'État? Non, mais si les politiques avaient la main sur la justice, il y aurait un certain nombre de sujets qui ne sortiraient pas et on ne pourrait pas catégoriser et n'avoir la main que sur ce dossier-là. Il y a plutôt, de ma fenêtre ou de ma grille de lecture, une forme de solidarité entre le monde de la justice et le monde de la préfectorale. Le blocage vient de là? Je pense qu'il y a aujourd'hui une très grande difficulté à considérer que le temps de la justice est passé. Justement, parlant de la préfectorale, est-ce que le cas d'Yvan Colonne est le même que le cas Ferrand et Alessandre? On sait que la valeur symbolique d'un rapprochement d'Yvan Colonne serait tout autre, au niveau national, j'entends. Hein. Oui, mais je l'entends aussi, je l'ai déjà perçu dans certaines expressions. Pour ma part, je considère qu'il faut traiter les 3 de la même manière, peut-être avec le même décalage de calendrier qui concerne les dates de condamnation pour chacun d'eux. Mais je pense sincèrement qu'il serait souhaitable d'avoir une approche globale. Quand vous dites que les politiques de la majorité présidentielle seraient favorables à un geste, et qu'en revanche, on en disait, la préfectorale, la technostructure de l'État, est vent debout contre.
Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est normal aussi, vous savez, Jean Moulin et Claude Érignac. Jean Moulin a été assassiné dans un contexte particulier qui était la Seconde Guerre mondiale par un tortionnaire nazi. Et le préfet Érignac, vous en connaissez aussi bien que moi les conditions. Donc ce traumatisme, je l'entends, je le comprends. Maintenant, je crois qu'il faut détacher la nécessité de résoudre cette question d'un point de vue de l'équité nécessaire si on veut pouvoir discuter. Si on n'applique pas le droit à ces 3 personnes, on en fait des prisonniers politiques. Moi, je ne considère pas que ce sont des prisonniers politiques. Ils le sont pour un acte politique, même si c'est un assassinat. C'est un assassinat qui a entraîné l'application du droit commun. Donc ce droit commun doit s'appliquer aujourd'hui alors que la peine de sûreté est effectuée depuis nombre d'années et que le parquet n'a pas fait appel à l'époque sur la durée de celle-ci. Quand vous dites qu'il y aura un règlement à un moment donné, est-ce que ce règlement, selon vous, il passe par, on va dire, l'organisation à bord de la possibilité d'accueillir des DPS parce qu'il y a, y compris avec le blocage actuel, on va dire, de l'administration, il y aurait dans ce cas une possibilité de les rapprocher on va dire, à situation constante. Alors je vous dis que je ne vois pas comment on ne peut pas régler le sujet. Je ne vous indique pas qu'il y aura règlement dès le lendemain des présidentielles ou des législatives. On poursuivra la tâche jusqu'à ce qu'il y ait règlement, parce qu'il faut qu'il y ait règlement. La prison de Borgo, je l'ai visitée il y a quelques semaines. Bien sûr qu'elle peut accueillir ces 3 personnes au même titre que d'autres, qui y sont déjà, et pour des faits qui sont non pas similaires, mais d'une gravité avérée. Je mesure pleinement le caractère symbolique que pourrait représenter ce rapprochement pour la famille du préfet, pour les membres du corps préfectoral et autres. Mais il ne faut pas oublier que lorsque cet acte a été commis, 90%, 95%, 99% de la population insulaire le condamnait. Aujourd'hui, je ne trouve personne en Corse pour dire que ce rapprochement ne doit pas avoir lieu. Y compris parmi des élus ou des anciens élus qui ont été très fermement opposés à tout processus de statut particulier. Tout le monde s'entend sur la nécessité d'avoir cette approche d'humanité. Même si ça peut paraître incongru d'employer ce terme concernant 3 personnes condamnées pour assassinat, je le répète, la peine de mort, elle a été supprimée, elle a été abolie il y a 40 ans, et promettre à ces 3 hommes de devoir mourir en prison serait pour moi un critère qui ferait sortir notre pays des démocraties éclairées. Alors on aborde la politique de façon générale. Alors vous êtes réputé pour ne pas avoir la langue dans votre poche. Ainsi, vous avez notamment critiqué assez vertement à une époque Gilles Legendre lorsqu'il présidait le groupe, et vous lui avez dit qu'il fallait sortir du 7e arrondissement de Paris pour aller parler aux Français. Le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas parlé suffisamment aux Français, d'après vous? La phrase que vous avez rappelée s'adressait à une personne concernée, qui est un amoureux de la Corse aussi, il faut lui rendre cela. On en a parlé la semaine dernière, lui et moi. Il faut faire très attention quand on fait de la politique, effectivement, et quand on est parlementaire, à ne pas se parler à nous-mêmes. Et ça peut parfois être un travers. On passe 2 jours et demi à 4 jours ensemble à Paris, à l'Assemblée nationale, dans les cabinets ministériels. On élabore la loi, on discute avec des personnes qui ont des têtes bien faites, qui sont des hauts fonctionnaires, qui nous accompagnent dans l'élaboration de celle-ci. Et il faut toujours garder le lien direct avec la population, avec le citoyen usager, contribuable et électeur, qui est le seul auquel on doit rendre des comptes au moment de la sollicitation d'un nouveau mandat ou à la fin de ce même mandat, même si on ne se représente pas. Et parfois, la politique a pu, par le passé, effectivement oublier de garder ce lien. Est-ce que vous êtes arrivé de vous dire, en tant que parlementaire, durant cette législature, que cette Assemblée ne reflétait pas la diversité politique de la France, quand on sait qu'il y a eu 7,5 millions de personnes qui ont voté Marine Le Pen au premier tour, 10 millions au second, 7 millions pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait un groupe politique avec 17 députés, je crois. Marine Le Pen n'y est pas parvenue. Vous avez une majorité pléthorique. Est-ce que cette majorité, vous vous dites parfois, on ne ressemble pas aux Français, on va dire un peu comme la critique que vous avez faite à Gilles Legendre, d'une certaine manière? Le système institutionnel n'est pas parfait. Ce n'est pas la première majorité importante issue des urnes au lendemain d'une présidentielle. Moi, j'étais contre le quinquennat. Je pense que l'absence de décalage entre les élections présidentielles et législatives annihile complètement la réflexion collective sur la fonction parlementaire
et l'équilibre nécessaire entre l'exécutif et le législatif. Donc on n'échappera pas, dans les années futures, à un débat sur la nécessité de rééquilibrer. Et d'instiller de la proportionnelle, proposition qui a disparu des radars. Elle n'a pas disparu des radars, elle était dans le projet de loi. Elle était dans le projet de loi. Elle n'est pas passée, en tout cas. Elle n'est pas passée, mais elle n'a pas disparu des radars. Pour instaurer ce type de réforme, il faut l'accord du Sénat. En l'occurrence, on ne l'avait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Maintenant, moi, je suis persuadé de la nécessité, comme vous le soulignez justement, Marine Le Pen, 11 millions d'électeurs, 7 députés. Je préfère des députés Rassemblement national avec lesquels je vais débattre sur les idées et de toutes mes forces les combattre, que la nécessité qui s'avère être celle de la population, en tout cas ressentie comme telle, de revêtir un gilet jaune parce que n'ayant pas le sentiment d'être représentés. Alors on va revenir plus longuement sur le bon et le moins bon de ces 5 années, mais d'abord un sujet rappel sur le bilan d'Emmanuel Macron au plan national. C'est un sujet de Dominique Moret. Réconcilier les Français, c'est l'ambition que s'est fixée Emmanuel Macron. En ce 7 mai 2017, le président de la République, qui n'a pas encore 40 ans, vante les mérites de la start-up nation et du nouveau monde. Très vite, le fossé va se creuser avec une partie de la population. À la faveur d'une écotaxe, la crise des gilets jaunes éclate. La France vit au rythme des manifestations et des rassemblements. Au-delà du pouvoir d'achat, c'est la personnalité du président qui est contestée. Qui disent je me suis trompé, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous considèrent vraiment comme des moins que rien. La contestation prend de la vigueur, les violences aussi. L'écotaxe est finalement abandonnée, le SMIC augmenté de 100 € par mois, mais à culpa. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Autre projet de réforme, autre colère, autre abandon. Inquiets pour leur pension de retraite, des milliers de salariés investissent les rues. La mise en place d'un système de retraite à points dit universel est renvoyée à une date ultérieure. Une crise chassant l'autre. Début 2020, il faut apprendre à gérer le Covid. Si aujourd'hui, à l'heure du bilan, les chiffres sont souvent meilleurs qu'à l'étranger, les débuts s'apparentent au chaos. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Il n'y avait pas assez de masques, donc on a dit que ça ne servait à rien. Parce que si on dit que ça sert à quelque chose et qu'on dit mais on n'en a pas, il faut créer une panique. Promesse tenue en revanche sur la question du chômage, dont le taux a sensiblement baissé. Reprise internationale d'après-Covid ou bonne gestion française, les causes sont multiples mais les résultats sont là. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. En début de mandat, à l'Assemblée générale des maires de France, Emmanuel Macron a été hué. Mais le grand débat et la crise Covid mettent les maires en première ligne au détriment des régions et des métropoles, accentuant ainsi la verticalité du pouvoir. Une verticalité favorisée par la crise sanitaire qui limite la présence des députés et fait apparaître un nouvel acteur avec le Conseil scientifique. Il a fait des grands débats avec les Gilets jaunes, des grands débats avec les citoyens. Ça tombe bien s'il faisait des grands débats avec les députés. Ce serait peut-être pas mal. Au plan international, les propos sur la nation algérienne, qui n'aurait pas existé avant la colonisation française, créent une crise diplomatique. Au Liban, la classe politique est tensée vertement par le président français. Au Mali, un coup d'État a balayé les alliés de la France engagés dans une vaste opération militaire. Les nouvelles autorités font appel à Wagner, un groupe de mercenaires russes. À bas la France! À bas la France! 5 ans, enfin on arrive en fin de quinquennat. Quel regard est-ce que vous portez sur celui-ci? Je partage assez le reportage que vous venez de diffuser. Merci. Vous savez, quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, dans des conditions que vous connaissez, l'élection du président de la République, qui a atomisé le système politique, mais parce que celui-ci ne fonctionnait pas. Parce que les partis traditionnels n'ont pas su se renouveler. Parce que ces mêmes partis n'ont pas su aussi avoir des modes de sélection éventuels des candidats qui soient naturels et non remis en cause, y compris avec des affaires réelles ou supposées. En d'autres termes, Emmanuel Macron a été élu président de la République parce que la démocratie représentative telle qu'elle existait ou telle qu'elle préexistait ne tournait plus rond. On était dans l'irrationnel. Il y a eu aussi un concours de circonstances. Oui, mais c'est quelque part ce que je dis, quand je parle d'irrationnel. Moi, je pensais aux affaires, notamment concernant François Fillon. Oui, mais avec les affaires, François Fillon, il fait 20% au premier tour des élections présidentielles. En 2019, la liste LR aux européennes, elle fait 8%.
Ce qui veut dire qu'il y a une forme de délitement des partis traditionnels, qui, je crois sincèrement, mais je peux me tromper, n'ont pas su renouveler le discours, l'offre et la parole publique. On a assisté à des alternances successives que je qualifierais d'un peu cotonneuses, où on n'a pas remis en cause les grands équilibres, parce qu'on a, auprès des majorités, des hauts fonctionnaires que j'évoquais tout à l'heure, qui, eux, sont dans la permanence. On n'a pas culturellement, intellectuellement, de mécanisme de rupture de pensée. Mais je crois que la démocratie dans son ensemble, la République dans son ensemble, ont payé cela à travers l'élection du président de la République que j'ai soutenu et dont je revendique de poursuivre ce soutien. Et j'attends avec impatience qu'il se déclare candidat, parce qu'il faut réformer ce pays. Il faut le bousculer aussi, parce que nous sommes dans un pays relativement conservateur sur un certain nombre de prérequis. Qu'est-ce qu'il a changé dans la nature de la politique, Emmanuel Macron? Alors, des rapports de force, oui, ça c'est évident. La gauche n'existe quasiment plus. En tout cas, elle s'est effondrée. La droite pourrait suivre le même chemin après la présidentielle. Mais les méthodes et le fonctionnement, on a l'impression que l'ancien monde a perduré, finalement. C'est les mécanismes institutionnels et les grands équilibres de la Constitution tels qu'ils préexistent. Et toujours le poids d'une administration qui est réelle et qu'il ne faut pas occulter dans la réflexion lorsqu'on parle de l'état de la démocratie. Oui, mais le politique, lui, est en retrait. On a l'impression, que c'est la technostructure qui gouverne aujourd'hui. Les conseillers... Conseil de défense, par exemple. Non, ça c'est autre chose. Mais parce qu'on est quand même le pays d'Europe qui a voté le plus de lois, qui a eu le plus de débats, qui a le plus convoqué les ministres de la Santé depuis 2 ans. Concernant la pandémie. Concernant la pandémie. Donc le Conseil de défense, c'est un outil de rationalité et d'efficacité. Mais après, tous les grands axes ou grandes orientations des décisions prises dans le cadre du Conseil de défense, on les a validées par le vote d'une loi. Après, on a Internet, on a le détachement du citoyen de la chose publique. On a un phénomène aussi qu'il ne faut pas occulter dans la réflexion, qui est celui que tout le monde s'estime apte à exercer la plus haute fonction de l'État. Aujourd'hui, à travers certaines déclarations ou autres, on le voit. Et il y a aussi dans ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron raté des décisions. Si on regarde dans le rétroviseur, est-ce que, par exemple, la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, est-ce que ce n'est pas le péché originel? Et ensuite, la baisse des APL? Alors, effectivement, il y a eu un hiatus entre son discours, jambe droite, jambe gauche, et ses décisions. La baisse des APL était manifestement une connerie, si ce n'est dans sa motivation, dans la manière dont elle a été prise. Puisque les APL, je vous rappelle, elles ne vont pas dans la poche du locataire, elles vont dans la poche du propriétaire. Et qu'on avait un souci ou un sujet de mise en état des logements. Moi, les sujets les plus glauques que j'ai pu traiter quand j'étais avocat, c'était l'état de certains logements par les bailleurs privés avec des loyers exorbitants. Donc il y avait un sujet qui devait être traité. La manière de le traiter en baissant les APL, pensant contraindre les bailleurs, était plus que maladroite. On n'a pas supprimé l'ISF, on l'a modifié. L'ISF, on l'a supprimé sur le capital, on l'a conservé sur l'immobilier. Voilà. Mais le retour sur investissement, on ne l'a pas vu durant ces 5 ans. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas persuadé. Le ruissellement? Non, le ruissellement, c'est autre chose, puisque c'est la redistribution des richesses produites. Mais est-ce que la suppression de l'ISF, en tout cas, laissez-moi répondre à monsieur, de ramener des riches qui étaient auparavant... Il y a eu un retour de l'investissement. La France est le premier pays d'Europe depuis 3 ans en matière d'investissement industriel. Les riches sont encore plus riches qu'il y a 3 ans, mais on n'a pas le sentiment que les égalités se sont réduites. Mais il ne vous a pas échappé qu'on était dans une économie mondiale, avec des règles qui sont fixées à l'échelle de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Union européenne, et que si vous contraignez avec vos petits bras d'État, même si on a toujours le sentiment d'être supérieur aux autres dans notre pays, les entreprises ou les tenants de capitaux par des règles contraignantes, ils vont aller voir ailleurs. Et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc il faut garder un juste équilibre entre la nécessité de partager les richesses produites, vous avez raison. Surtout, la question qui pourrait être posée, par exemple, c'est celle de la participation aux bénéfices. Il y a des règles qui pourraient peut-être évoluer en la matière. Mais trop de contraintes ne manqueraient pas d'entraîner une fuite des capitaux. Et je ne pense pas qu'on y ait intérêt. En revanche, en règle générale... Mais je reviendrai après sur les si vous voulez bien. Mais si vous voulez terminer... Je voulais juste dire là qu'on a modifié l'assiette. Ça a rapporté de mémoire 3 milliards. On est aujourd'hui 3,5 si vous voulez. On est aujourd'hui à 1,5, 1,7.
Mais le retour des capitaux dans l'investissement fait qu'on produit plus de richesses. Il y a un retour sur investissement. Oui. Sincèrement. En règle générale, il a été élu, Emmanuel Macron, sur la promesse donc, du renouveau. Et puis finalement, c'est la verticalité qui s'impose. Le sentiment, voilà, les régions sont un petit peu mises de côté, les grandes métropoles aussi. C'est beaucoup quand même les maires qui ont la faveur du président. Alors c'est pas c'est pas une institution politique, très politique. Les maires, c'est très éclaté. Alors, l'idée générale, c'est que ça vient d'en haut et ça s'impose, y compris dans le style, dans les décisions, mais également dans le style. Écoutez, je ne sais pas si ça s'impose dans le style, mais il est évident qu'on ne peut pas répondre favorablement à la demande de certains présidents de région d'avoir la compétence éducation, d'avoir la compétence santé. On sort de l'étude du projet de loi différenciation, décentralisation au Parlement. On nous a proposé de permettre aux conseils départementaux de fixer des critères de volonté des allocataires de certaines allocations de s'insérer et de pouvoir supprimer éventuellement certaines allocations. Si vous avez demain un département qui prend une orientation politique d'extrême droite ou gauche, vous allez voir comment les politiques sociales vont être rabotées d'un côté ou de l'autre. Je veux dire par là que le fil qui relie tout le monde avec une loi qui est d'application générale, il doit être maintenu. Surtout sur les grands champs des politiques publiques. Éducation, santé, défense. Pour rester dans ce fil-là, dans son livre Révolution, quand il s'est présenté en 2017, il a évoqué un pacte girondin, puis il a répété en particulier en Corse. Excusez-moi, mais on n'en a pas vu le début du commencement d'une réalisation de ce pacte girondin. Le pacte girondin, il est lié à la volonté du président de libérer les énergies locales. On a une demande forte en 2017, lorsqu'il est élu et que nous sommes majoritaires, des associations d'élus de ne pas bouleverser les équilibres arrêtés par les lois NOTRe et MAPTAM. Ça a été un traumatisme certain sur le territoire national de voir les cantons doubler de volume, de voir les intercommunalités fusionner de manière autoritaire et de voir les régions, les 13 nouvelles régions se mettre en place. Donc, demande des associations d'élus de stabilité à laquelle on a répondu favorablement. Après, on a voté 2 lois importantes, engagement et proximité, et 3D que j'évoquais tout à l'heure, pour, dans un premier temps, redonner certaines prérogatives aux maires qui, si ils n'ont pas tous un affichage politique clair, c'est ce que vous vouliez évoquer, je pense, ont le sujet permanent d'être l'échelon premier de la proximité avec les citoyens de notre pays. Et je vous le rappelle quand même, il est plus difficile aujourd'hui que ce ne l'était il y a 20 ans d'exercer des fonctions publiques ou politiques, compte tenu de l'état de tension de notre pays. Et on doit aussi protéger l'exercice de ces fonctions. Et c'est ce qui a été fait par cette première loi. La loi décentralisation, différenciation, et déconcentration, elle ramène à l'échelon départemental pour tirer les leçons, de ce que ces 13 grandes régions détachent le processus de décision des réalités micro-locales, communales ou intercommunales. Et aussi, on permet un certain nombre d'adaptations des politiques publiques à l'échelle des territoires, notamment pour la Corse. Mais c'est symptomatique quand même, dans aucun des discours consacrés à ce thème-là, Emmanuel Macron n'a prononcé le mot de région. Alors, les maires, oui, ils s'intéressent beaucoup, dans les discours, mais les départements un peu plus, les régions jamais. Pourquoi ? Parce que peut être un contre-pouvoir je pense que gênant. On a quand même une présidente de région essentielle qui est candidate, et c'est vrai que ça suscite des vocations, manifestement, ce qui est légitime, il n'y a aucun problème avec ça. Après, on ne peut pas substituer au rôle de l'État un pouvoir régional aussi compétente soit la personne en charge de l'exécutif de celle-ci. Rappelez-vous l'épisode des masques. Moi, je l'ai vécu dans ma région d'élection en Normandie. On avait le président de région qui annonçait l'arrivée de millions de masques, lesquels arrivaient de Chine, et après on avait les présidents de département qui se battaient pour mettre leurs propres autocollants sur les cartons pour pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». 5 départements sur la région Normandie. Ce que je veux dire par là, c'est que les politiques publiques, l'argent public, le ruissellement que vous évoquiez tout à l'heure, ça sort quand même de la poche du citoyen, tout cela. Et qu'à un moment, qu'on ne soit pas capable juste de retisser ce lien avec le citoyen sur la pertinence
ou la non-pertinence de telle politique publique sans stigmatiser un tel ou un tel en fonction de la fonction qu'il exerce aujourd'hui ou qu'il souhaiterait exercer demain ou qu'il aurait pu exercer hier, pose aussi la question d'une incapacité collective à parler des sujets de fond. On est dans l'éphémère permanent dans le débat public aujourd'hui. Bruno Kettel, pour poser la question autrement, puisque tout a été apparemment bien fait selon vous, à part la connerie, je vous cite, de la baisse des APL, si les corps intermédiaires ont été respectés, on n'a pas évoqué ce sujet-là. Si l'horizontalité a été respectée, comment expliquer ces crises successives, et je pense notamment à celle des Gilets jaunes, où il y a une partie de la population qui s'est sentie méprisée? D'où vient le problème ? Je l'ai évoqué tout à l'heure et je pensais avoir été dans la sincérité. Les réseaux sociaux ne peuvent pas tout expliquer non plus. Ah mais ils sont... Alors moi je suis toujours bluffé de mesurer combien de temps les gens passent sur les réseaux sociaux et de voir les fils collectifs, les groupes sont quelque chose de très bien organisé. On n'a pas eu de débat politique en 2017, de fond, entre une alternative et une autre, au premier tour. Puisque vous l'avez rappelé vous-même avec raison, les affaires ont pollué le débat. Les Gilets jaunes que vous évoquez, ils avaient une revendication première, c'était l'organisation des référendums d'initiative citoyenne. Moi, j'ai fait plusieurs dizaines de rencontres aux réunions avec eux. Et quand on évoquait le référendum d'initiative citoyenne, on se rendait compte que 90% des personnes qu'on avait face à nous ne votaient pas depuis plusieurs années. Et je trouve quand même symptomatique qu'on nous demande de pouvoir voter tous les dimanches sur les sujets qu'on choisirait, mais qu'on ne participe pas au suffrage. Ça peut vouloir dire... Alors ça peut vouloir dire, je vois où vous voulez en venir et je peux partager votre opinion, ça peut vouloir dire que la confiance n'est pas là. Ou que les institutions dysfonctionnent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais les institutions dysfonctionnent, les appareils partisans ont été trop longtemps des outils de rente, des carrières politiques de 30, 40 ans, 50 ans pour certains. C'est insupportable d'un point de vue démocratique. Les mécanismes de sélection des candidats dans les partis étaient parfois surprenants, avec les mécanismes de courant chez certains ou de personnalité chez d'autres. Et les corps intermédiaires que vous évoquez avec raison, ils sont aussi traversés par des mécanismes de crise interne. On a eu un sujet CGT, je vous rappelle, et après il a fallu tendre le discours pour justement relégitimer le nouvel appareil. Il y a aussi le mode de gouvernance, parce que quand même, durant ce quinquennat, il y a eu 3 crises majeures. On a parlé des Gilets jaunes, le mouvement des retraites et puis le Covid. Alors c'est de nature différente, et à chaque fois, même si l'intensité n'était pas la même, ça a été violent. Ça n'existait pas auparavant. Alors on peut dire toujours que la société est devenue plus violente, etc. La violence, elle est apparue sous le... Là, elle a été systématique. Oui, elle a été à chaque fois. Alors, est-ce qu'aussi la façon de gouverner, la manière dont la société perçoit les gouvernants, n'y est pas aussi pour quelque chose? Parce qu'en plus, il y a eu cette espèce de ressentiment de mépris qui a marqué chacun de ces conflits. Oui, alors, moi, des collègues élus sous le mandat précédent m'ont raconté avoir été bloqué à l'Assemblée nationale pendant 2 semaines durant, lors de l'examen de la loi El Khomri, la loi travail El Khomri. Les violences, elles sont apparues là. Les violences telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est le premier phénomène, ils arrivent là. Le 1er mai 2018, on assiste à un déferlement de hordes sur Paris, organisé et structuré. On l'a évoqué plusieurs fois, la société démocratique dysfonctionne. Lorsque nos compatriotes considèrent devoir montrer leur défiance en bloquant tous les ronds-points de France et de Navarre, il y a un phénomène d'instantanéité, mais il y a aussi un minimum d'organisation derrière. Et il y a des partis politiques qui ont clairement soutenu ces démarches-là. Vous avez même des candidats à l'élection présidentielle qui ont revêtu des gilets jaunes à l'époque pour le regretter ensuite. Donc, je crois sincèrement qu'on a assisté, à travers ces mécanismes, à un ressenti collectif de mépris, aussi parce qu'on ne s'inscrit pas dans la logique de l'échange. Moi, je suis allé voir les cheminots de Rouen lorsqu'on était dans l'examen de la loi de transformation du statut de la SNCF.
je suis venu échanger. Je me suis retrouvé entouré par 200 personnes. Je me suis demandé comment j'allais en sortir. Mais parce vous avez été menacé à plusieurs reprises. J'ai assez cotisé en matière de menaces, effectivement. Et moi, ce que je constate, à chaque fois que je suis allé devant un collectif pour dire « est-ce que l'on peut discuter ?», on m'a répondu non. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas dû au fait que les corps intermédiaires, Patrick en parlait tout à l'heure, ont quasiment disparu? Alors ils existent, ils ont leurs problèmes internes, que ce soit les syndicats, les associations, et là, eux aussi ont eu l'impression, puis c'est plus qu'une impression, d'être mis à l'écart. Il n'y a pas eu de discussion avec eux au départ. Après, ça a un petit peu changé, après le conflit des Gilets jaunes. Mais ils ont été complètement... J'avais tout à l'heure commencé à évoquer les conditions d'élection. L'un d'entre vous m'a interrogé sur la nature de l'origine des députés marcheurs. Plus de la moitié d'entre eux n'avaient jamais fait de politique. Ça s'est senti. Oui, je vous le confirme. Et la première année, on s'est cru les maîtres du monde, collectivement. On avait pété les partis traditionnels. On avait un président de la République jeune, intelligent, disruptif, inventif et solide dans ses convictions et dans son autorité nécessaire. Et on mettait en place le en même temps partisan, avec un Premier ministre issu des Républicains et un gouvernement peu ou prou composé à parité. Et la première année, sentiment collectif inconscient d'être intouchable. Le premier caillou dans la chaussure, c'est le sujet Benalla. Et puis après, vous avez l'enclenchement. Gilets jaunes, retraite, Covid. Et vous avez raison, il faut dissocier. Mais globalement, et on le voit à travers le débat présidentiel aujourd'hui, on ne sait plus dans notre pays poser les enjeux courts, moyens, long terme. Je ne sais pas si on reviendra sur la Corse, mais c'est exactement la même chose. Et on ne se donne plus le temps de la réflexion collective. Mais en plus, il y a eu un élément nouveau, c'est la violence. C'est-à-dire que la violence était dans la rue, à travers ces conflits, et elle est devenue aussi dans le débat politique. Alors elle est dans le débat politique. Extrêmement violent aujourd'hui, on voit cette campagne présidentielle, il n'y a plus de tabou. Alors il n'y a plus aucun tabou, c'est parfois insupportable. Même les condamnations judiciaires n'y font rien. Hein. Ah, mais et quand elles existent, puisque moi-même j'ai reçu un chèque de 1 € pour des menaces de mort, donc je vois de quoi vous voulez parler, c'est que on ne respecte pas les institutions politiques, mais on ne respecte pas les institutions judiciaires, on ne respecte pas les pompiers lorsqu'ils viennent éteindre un incendie, on ne respecte pas les gendarmes ou les policiers lorsqu'ils font une simple ronde. J'ai fait une nuit avec les policiers de Val-d'Or-et-Louviers dans ma circonscription. Les gens ne s'arrêtent pas, ils ralentissent et ils réaccélèrent. Et on est dans la... Oui. Vous partagez quelque part le constat qu'il faut davantage accentuer et mettre l'accent sur la sécurité, finalement. C'est assez proche de ce que disent Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ah non du tout, je dis qu'on a un problème de conscience collective. Et je pense qu'il faut mieux passer par le débat, l'échange et la co-construction d'un projet de société dans lequel tout le monde se retrouve, plutôt que de la matraque qui semble plus caractériser les propositions des deux candidats que vous venez de citer. Une question d'actualité qui est liée au mouvement des Gilets jaunes, mais on ne regarde pas cette fois dans le rétroviseur, mais on regarde devant nous. Aujourd'hui, sont partis de France, de Nice notamment, de Bayonne me semble-t-il, des convois qu'on appelle de la liberté, à l'image de ce qui se fait au Canada, pour converger samedi sur Paris et bloquer Paris, ensuite se rendre lundi à Bruxelles. Ça vous inquiète ? Est-ce que vous avez peur d'une sorte de remake des Gilets jaunes ? Alors, ce n'est pas une question de peur, mais j'ai entendu hier soir et ce matin les motivations qui sont les mêmes. Et d'ailleurs, nombre des intervenants ont été des Gilets jaunes. Il y a même un leader des Gilets jaunes qui a déjà annoncé que si le président de la République était réélu, ce serait la guerre civile. Ce qui montre quand même qu'il y a une vraie difficulté à se projeter dans le respect des institutions. C'est ça la problématique. C'est que je ne suis pas satisfait à l'instant présent, je veux qu'on change les règles pour être satisfait. C'est en cela que je parle d'échange et de co-construction d'un projet dans lequel tout le monde doit se retrouver. La conscience citoyenne, elle doit être réinscrite au cœur du débat avec des règles collectives dans lesquelles on doit s'inscrire dès lors où on se prétend en droit de revendiquer quelque chose de la société. Mais vous confirmez qu'il y a là un risque ? Je confirme qu'il y a une motivation.
qu'il y a une motivation. En tout cas, il y a une effervescence digitale pour l'instant. Non, mais oui, mais les Gilets jaunes avaient démarré un peu de la même manière. Et donc, il y a une motivation de semer le trouble. Mais cette motivation, elle est politique. Il y a des gens qui ne sont pas républicains dans notre pays. Il y a des gens qui ont des motivations qui dépassent le cadre de la démocratie représentative. Il y a des gens qui considèrent que tout un chacun doit fixer ses propres lois. Il y a un candidat aux élections présidentielles qui a annoncé qu'il mettrait en place des mécanismes législatifs pour permettre une forme d'auto-légitime défense et des citoyens et des forces de l'ordre. Donc on est dans un moment de turbulence liée à l'immédiateté permanente des sujets sociétaux. Ce quinquennat a quand même consacré, comme jamais sans doute, le régime présidentiel. Hein. Tout est concentré autour d'un homme. On a vu durant la crise sanitaire, Conseil de défense, qui se substituait quasiment au Conseil des ministres. Le Parlement, alors vous êtes bien placé pour en parler, qui a été relégué une bonne partie du temps comme une simple chambre d'enregistrement quand on le consulte. Vous disiez l'inverse tout à l'heure, concernant la proposition de loi de la Corse, vous disiez que... Oui, mais c'est en fin de parcours. Non, mais nous sommes le pays d'Europe qui a adopté le plus de lois depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Nous sommes le pays d'Europe qui a convoqué le plus de nombreuses fois les ministres des Affaires sociales successifs. Nous sommes le pays d'Europe qui a organisé le plus de débats, article 65.1 de la Constitution. Le Premier ministre est venu exposer les grands enjeux des politiques publiques tels qu'arrêtés, en Conseil de défense. Si on se met à... entre l'idée d'élaborer une loi, son passage en Conseil des ministres et son adoption définitive, c'est entre 6 et 9 mois. Donc s'il avait fallu traiter entre 6 et 9 mois les questions réglementaires et législatives pour protéger les Françaises et les Français pendant la crise Covid, on ne serait pas avec les résultats que l'on a aujourd'hui. Et nous... indiquer que nous aurions été relégués au second rang, et je ne crois pas juste. Au-delà du caractère que ce n'est pas agréable à entendre pour le parlementaire que je suis. Mais sincèrement, tout a été fait. On a tous les mécanismes de contrôle de l'exécutif. Il y a eu une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie dans son premier épisode. Je vous le concède, on n'a pas renversé le gouvernement. Mais je crois que c'est une bonne chose. Bruno Kettel, vous souhaitez un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Doit-il être différent, ce second mandat ? Je le souhaite. Et en quoi je le souhaite en ce que celui-ci a été émaillé la pandémie depuis 2 ans, de la question des Gilets jaunes pendant presque 2 ans, et de plusieurs épisodes que l'on aurait peut-être pu éviter. Je le souhaite parce que le deuxième mandat, il doit être celui des réformes. Dans votre reportage, je crois qu'il y avait un passage sur la réforme des retraites. Et j'ai vu des confrères en robe d'avocat manifester. La caisse des retraites des avocats, dans 5 ans, elle est vide, si on n'adopte pas une réforme des retraites. L'approche catégorielle des retraites telle qu'elle préexistait dans l'esprit de nombreuses personnes, elle n'est plus aujourd'hui viable pour des questions de pyramide des âges. Et puis il y a des formes d'équité aussi qu'il faut rétablir dans notre pays, sur les dysfonctionnements entre la durée de cotisation, le montant de celle-ci, et ce qui vous revient. Je ne connais pas un artisan qui, s'il n'a pas organisé les choses en parallèle, touche 3 000 € de retraite par mois, alors qu'il travaille entre 50 et 70 heures par semaine. Vous voyez, la même chose pour les agriculteurs. Et donc il faut réformer ce pays en ce qu'on... Les paramètres aujourd'hui qui préexistent sont ceux ici du Conseil national de la résistance. On n'est plus tout à fait à la même époque. À part le dossier des retraites, qui va être un moment important, quels sont les grands chantiers du prochain quinquennat si Emmanuel Macron est réélu ? Je pense sincèrement qu'on ne pourra pas éluder la question de la démographie médicale. On a un vrai sujet, on a supprimé le numerus clausus, mais on sait qu'il faut 10 à 12 ans pour former un médecin. Donc il y a encore 6 à 7 ans pour en mesurer pleinement les effets. Mais la question de la démographie médicale ne pourra pas être occultée. J'en suis persuadé. Il faudra faire preuve de coercition ? Il faudra faire preuve de pédagogie. Pas toujours compatible. Sur les retraites, finalement, ce que vous dites, c'est que ce qui n'a pas marché lors du précédent quinquennat devra marcher lors du second, c'est-à-dire une réforme. Comment est-ce que ceux qui ont refusé une première fois, qui sont descendus dans les rues et ont fait reculer le gouvernement, ne le feront pas la fois suivante ?
On est dans une situation de blocage, finalement. On est Moi, déjà dans un pré-blocage. je vais vous parler clairement sur ce sujet-là. On a eu 18 mois au Conseil des retraites de travail avec les corps intermédiaires. Il y avait de l'échange, il y avait de la réunion, il y avait des projections, des prospectives. Et nous, parlementaires, quand le projet nous arrive au bout de 18 mois, on considère qu'il est abouti, dans ses grandes lignes, même s'il reste un débat parlementaire à mener. Et on a pu mesurer que de nombreux points n'étaient pas réglés dans la réflexion. La question de l'âge, enfin, c'était où on change le système, où on change les paramètres. La question de l'âge n'était pas traitée, la question de la durée de cotisation n'était pas traitée, la question de la pénibilité n'était pas traitée. Une réforme des retraites, je crois qu'elle est indispensable, mais elle ne pourra se construire, pour le coup, vous avez raison, qu'avec les corps intermédiaires. Et il faut qu'on soit dans la co-construction permanente. Pourquoi nos concitoyennes et concitoyens, pour une part d'entre eux, considèrent n'être jamais entendus? Parce que les politiques ne font pas le boulot sur le terrain, et je prends ma part et on doit tous prendre notre part, et il faut aussi aller chercher les gens, mais quand vous faites des réunions, vous avez parfois, malheureusement, pas ou peu de monde, et parce qu'il faut aussi qu'on s'imprègne des nouveaux modes de fonctionnement de la population à travers les réseaux sociaux qu'on a évoqués plusieurs fois. Moi, je suis frappé de constater combien les gens s'informent. Après, il y a le sujet pour eux d'additionner nombre d'informations qui parfois peuvent être contradictoires ou appréhender différemment en fonction de sa situation personnelle du moment. Mais il faut qu'on réinvente le modèle de démocratie participative et aussi des échelons d'échanges permanents. Alors on passe à la seconde partie de notre émission pour parler plus spécifiquement de la Corse. Mais avant ça, juste une question sur Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, il est le Girondin qu'il disait être, ou alors plutôt un centralisateur version Chevènement, avec qui il a commencé ses premiers pas en politique d'ailleurs? Je crois sincèrement qu'il est Girondin. Je crois sincèrement qu'il est soucieux du respect des diversités et de la solidification des diversités de notre pays. C'est pas quelqu'un qui a une approche lisse de notre pays, de ses traditions, de ses territoires. Bon, alors on en vient à son bilan en Corse avec le sujet de François-Albert Bernard. En 5 ans, Emmanuel Macron se sera déplacé 4 fois en Corse. La première visite est très médiatique. Nous sommes en avril 2017, il est alors en campagne pour devenir président de la République. À ce moment-là, la gauche insulaire, notamment jacobiste, tente de se rallier à En Marche. Les nationalistes entament des premières discussions, c'est l'heure du pacte girondin. Bon nombre d'élus, avec des sensibilités des fois différentes, sont derrière lui et sont là pour l'aider à faire le meilleur score possible, je dirais en Corse, et à espérer sa victoire à l'élection présidentielle. Il est possible qu'il soit demain le chef de l'État. Il était normal qu'en ma qualité de président du Conseil exécutif de Corse, je lui fasse part de ce qu'est mon analyse de la situation en Corse. Les 6 et 7 février 2018, c'est la première visite du président Emmanuel Macron. Dans son discours lors de la commémoration de l'assassinat du préfet Erignac, le ton change. Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas. Le lendemain, dans son discours de l'Albor, où le président rejette les projets clés des nationalistes, comme le statut de résident ou la co-officialité, la rupture est actée. Ce que je retiens de la tonalité d'ensemble, c'est que c'est un discours néocolonial qui vient nous expliquer par exemple que l'identité, ça doit être ouvert, alors que bien évidemment la Corse a une identité ouverte depuis toujours, que la langue c'est un facteur de cohésion et d'intégration. Ce discours à l'Albor intervient au moment même où les nationalistes tentent de faire inscrire la Corse à l'article 74 de la Constitution pour plus d'autonomie. Mais les discussions s'enlisent avec le gouvernement. L'année suivante, Emmanuel Macron revient en Corse à Cozzano. La majorité territoriale boude alors la réunion. Mais les élus d'opposition, de gauche comme de droite, sont satisfaits de certaines propositions du président. Compte tenu des transferts de compétences, il faut que ce qui a été prévu dans la loi Elan d'abord donne lieu à un décret qui est en cours de préparation, qui va arriver, et il faut que le PADUC soit modifié pour refléter ce changement législatif. Dernière visite en septembre 2020 à l'occasion du Med7. Le président ne s'étalera pas sur les questions autour de l'urbanisme, l'autonomie ou l'énergie. Mais avant ses discours, il rencontre les dirigeants nationalistes et d'autres élus de la Corse. Les relations semblent s'apaiser. Les paroles étaient effectivement
d'une tonalité assez ouverte. Mais pour notre part, il faut maintenant qu'il y ait des actes. Depuis plus d'1 an et demi maintenant, le président de la République ne s'est plus rendu sur l'île. Ce n'est pas pour autant que les discussions ont cessé. Dernier événement en date, la rallonge de 50 millions d'euros octroyée à la CDC sur son budget pour régler son amende dans l'affaire de la Corsica Ferries. Un autre élément qui permet d'imaginer une amélioration des relations entre le chef de l'État et l'exécutif corse. Bruno Kettel, lorsque Emmanuel Macron a été élu, il y avait une attente, en Corse également, d'un président jeune, de la même génération que Gilles Simeoni et des nationalistes qui venaient d'accéder au pouvoir ici 2 ans auparavant. Un président qui voulait casser les codes et qui voulait rompre avec l'ancien monde. C'est exactement le contraire qui s'est passé en Corse. Pourquoi, selon vous ? Alors, pourquoi, je ne sais pas, je me garderai bien de toute expression définitive, mais je peux par contre exprimer clairement que je crois qu'on aurait pu faire mieux et qu'on aurait dû faire mieux. Il y a tout le moins, oui. Collectivement, j'entends. Au début de la législature, les députés insulaires, lorsqu'ils sont arrivés, et notamment les 3 députés nationalistes ou indépendants ou autonomistes, étaient regardés comme des bêtes rares. Et c'est vrai qu'il a fallu les accompagner dans la nécessité pour nos collègues de France et de Navarre de les apprécier pour ce qu'ils sont, à savoir des représentants du corps électoral sur un territoire donné qui, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de la République au même titre que tout un chacun. Et c'est passé à travers leur élection, ce qui s'est un peu passé par ailleurs sur le territoire national concernant les députés En Marche. C'était la fin de l'ordre établi. Et il ne faut jamais oublier la nature des scores électoraux, et notamment ceux du président de la République en 2017. C'est entre 17 et 18% au premier tour et 51% au deuxième tour. Mais il ne faut jamais oublier que très clairement, Gilles Simeoni, au deuxième tour des élections présidentielles en 2017, appelle à voter Emmanuel Macron. En tout cas, moi, je ne l'oublie pas. Et c'est pour ça que je suis très attaché, très soucieux que dans le cadre de la majorité, on appréhende la majorité territoriale issue des urnes pour ce qu'elle est, à savoir chargée de réaliser les politiques publiques sur lesquelles elle a été élue par 3 fois. Donc, votre film, pour le coup, il est parlant, il retrace les épisodes, parmi les moins bons aussi, hein, je pense à février 2018. Si je peux mesurer la teneur de certains propos tenus par le président de la République, je mesure tout autant la déception qui a pu être ressentie par les élus insulaires à cette époque-là. Est-ce que la personnalité d'Emmanuel Macron n'a pas accentué ça ? Il y a les propos, on l'a entendu devant la stèle en hommage au préfet, il y a les propos à l'Albor, et puis il y a aussi la visite à Cozzano, quand il explique que les Corses, finalement, n'ont pas suffisamment fait un travail de mémoire par rapport à l'assassinat de Claude Érignac. Ça fait beaucoup, quand même. Ne me demandez pas d'être le procureur des propos du président de la République. Non, mais c'est le climat qui est instauré. Le respect, la confiance, c'est difficile à établir. Gilles Simeoni parle de discours néocolonial. Il va trop loin. Ce sont des paramètres liés à l'histoire de l'autonomie, des partis autonomistes ou indépendantistes insulaires. Je crois que la question n'était pas là. En tout cas, je suis persuadé que ce n'était pas la volonté du président de la République. Nous étions un certain nombre à considérer qu'il fallait, à l'époque, commémorer la date de février 1998 et rien d'autre. Je pense que le trouble, il est venu qu'il y a eu et la commémoration et la réunion du lendemain sur les perspectives court, moyen et long terme pour la collectivité territoriale dans son ensemble. Et je crois sincèrement que pour une première visite, il aurait fallu s'en tenir à la commémoration dans des propos qui soient ceux aussi du rappel des faits, insupportables, inqualifiables et bien évidemment condamnables, mais aussi des perspectives futures, qui sont indispensables à la Corse et à la République dans son ensemble. Est-ce que la manifestation, quelques jours avant l'arrivée d'Emmanuel Macron le 6 février, la manifestation organisée par les nationalistes a pu, d'une certaine manière, heurter le président de la République qui, généralement, semble ne pas aimer la contradiction? C'est pas qu'il n'aime pas la contradiction, il n'aime pas avoir le sentiment qu'on essaie de le mettre sous pression. Et pour le coup, moi, j'adhère complètement à cette démarche. La contradiction, le président de la République est plutôt enclin à débattre dès lors où il en a l'occasion. Et je crois pouvoir indiquer qu'il apprécie plutôt cet exercice. Et en plus, je considère, sans doute, me verrez-vous non objectif, qu'il est plutôt bon dans le débat.
Il a plutôt une capacité à manier la joute oratoire et aussi le débat, et surtout en employant des arguments de fond. Donc, je pense qu'il a fallu apprendre à se connaître et à travailler. 5 ans. Oui, 5 ans, c'est beaucoup. Non, mais il a fallu apprendre à se connaître et à travailler, et qu'on rentre maintenant dans une phase de respect. Il faut qu'il soit réélu pour qu'il y ait une avancée, en d'autres termes. Il faut un second mandat, quoi. Ah, je suis persuadé qu'il vaut mieux pour la Corse que ce soit Emmanuel Macron qui soit réélu, plutôt que Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Ça, j'en ai la certitude. Et comment vous voyez les choses? Parce que la relation entre la Corse et l'État a toujours été conflictuelle. La Corse a apporté à la France, comme la France, évidemment, a apporté à la Corse. Alors pourquoi on ne sort pas du conflit? Là, je dirais que les planètes sont alignées, pourtant. Il n'y a plus de violence politique comme elle a existé pendant 50 ans. Ce sont des hommes de la même génération. Les revendications portées par la majorité territoriale ne sont quand même pas des choses extravagantes. Non, mais il y a un statut qui est appliqué. Enfin, il y a eu la fusion région-département, et c'est appliqué que depuis 3 ans. Il y a des prérogatives pour la collectivité territoriale aujourd'hui qui sont réelles. Laissons la collectivité territoriale finir le mandat sur lequel elle a été élue. Et profitons de ce délai pour travailler au fond. Mais il n'y a pas que la question institutionnelle ou statutaire. Je crois pouvoir dire que les problèmes de la Corse vont au-delà de la question statutaire. Et je pense qu'il faut qu'on se donne le temps, si Emmanuel Macron est réélu. Non, je vais le dire autrement. Quand Emmanuel Macron aura été réélu, je pense qu'il faudra se donner le temps d'une réflexion collective et d'une co-construction d'un vrai projet pour la Corse. Alors, il y a le PADUC, tel qu'il existe, élaboré il y a plusieurs années maintenant. Il y a aussi une évolution importante, je trouve, de la Corse, avec cet accroissement de population annuel qui est assez régulier. Il y a la question de la Corse dans la Méditerranée. La Corse, territoire insulaire, partie pleine et entière de la République française, au cœur de la Méditerranée. Ça doit être un enjeu. Ça a été dit par Emmanuel Macron que ce serait un enjeu, la place de la Corse en Méditerranée, puis finalement, il n'y a rien eu de concret, à part le sommet où des chefs d'État sont arrivés, mais le lien avec la Corse est assez éloigné, finalement. Mais parce que la co-construction de cette démarche, malheureusement, elle est longue. Elle est longue et on est là, à travers les votes qu'on a pu élaborer la semaine dernière, à travers les dispositifs qu'on a mis dans la loi 3D pour corriger les imperfections du statut de la Corse, on est là dans le début, je le pense sincèrement, d'une nouvelle étape dans les relations que vous évoquiez tout à l'heure. Par exemple, vous parliez de développement économique. Bon, il y a le PADUC, il y a aussi le PEI qui s'est achevé et le PTIC a pris la suite, le plan de transformation d'investissement pour la Corse. C'est une co-construction qui n'est pas réelle puisque c'est le préfet qui décide, in fine. Ce qui n'était pas le cas avec le PEI. Là, c'était une véritable co-construction. Avec le PTIC, c'est le préfet qui prend les décisions. Hein. Il ne m'a pas échappé que certaines des décisions de l'ordre que vous venez d'évoquer pouvaient poser quelques cristallisations dans le débat public local. Maintenant, quand je vous dis qu'il faut rentrer dans une nouvelle étape, c'est en respectant les prérogatives de chacun, bien évidemment, en étant dans le respect mutuel, bien évidemment, et non pas dans la stigmatisation, comme on a pu malheureusement le voir ces derniers temps. Pour parler d'avenir, cette nouvelle étape doit-elle passer obligatoirement par une évolution institutionnelle, par une autonomie que réclame la majorité territoriale, ou y a-t-il d'autres priorités, pour reprendre l'expression de Fabien Roussel, le candidat communiste aujourd'hui en Corse, remplir les frigos? Oui, remplir les frigos, c'est une nécessité qui dépasse la Corse. Ça doit être une préoccupation de tout un chacun. Et je pense que lorsqu'il évoque cette question, c'est normal, c'est son positionnement institutionnel et partisan qui le veut, mais je ne suis pas persuadé qu'on soit dans le tangible d'un point de vue politique. Il y a une nécessité de poser la question du fonctionnement des institutions actuelles pour voir s'il est nécessaire de les faire évoluer. Mais pour évaluer leur mode de fonctionnement, laissons-les au moins être exercés pendant un mandat, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Puisque le mandat actuel court jusqu'en 2028, puisqu'il a été rallongé d'1 an, ça nous donne du temps dans l'intervalle pour travailler et mesurer depuis 2018, première application de la loi portant élaboration de la collectivité territoriale, et mesurer s'il faut ou non passer à autre chose, article 74, article 72, comme nous l'avions envisagé dans le projet de loi constitutionnelle dont l'adoption définitive n'a pas pu avoir lieu, pour poser les termes
de perspective institutionnelle définitive. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une fois un nouveau statut éventuellement adopté, on ait une revendication du toujours plus. Qu'est-ce qui vous fait peur? Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour vous. Au bout du Il chemin. est encore trop tôt. Comment? L'indépendance au bout du chemin, c'est ce qui vous fait peur? Ah, moi, ça ne me fait pas peur. Je pense que ce n'est pas raisonnable de la revendiquer. Je connais un peu le territoire, je connais un peu quand on dit il y a toujours une demande supplémentaire, supplémentaire à un moment donné. À un moment, voilà, et je pense qu'à un moment, il faut aussi que localement, on pose le cadre dans lequel on entend s'inscrire à long terme. Le discours que vous tenez là, est-ce qu'il est partagé, je dirais, par les plus hautes instances? Ou est-ce que c'est uniquement votre avis? À ce stade, c'est uniquement mon avis. Mais il ne vous a pas échappé que je m'exprime assez régulièrement sur la question insulaire. On ne m'a jamais demandé de me taire. Et vous êtes consulté par Emmanuel Macron, Jean Castex? J'ai eu à rédiger quelques notes qui ont pu m'être demandées. Voilà. Sur quel sujet? Sur les enjeux du moment, sur la question de la continuité territoriale, sur la question des prisonniers et plus largement sur les questions électorales, sur les équilibres. Voilà. Vous avez eu des retours? Ça m'est arrivé. Sur la question de la continuité territoriale, est-ce que la France est prête à aller discuter à Bruxelles pour défendre le service public actuel, même avec des modifications, mais en tout cas un système hautement subventionné? C'est faisable ou ça reste un sujet un peu tabou qui, on va dire, est dans le dogme libéral, qui contrevient au dogme libéral? Vous a pas échappé qu'il y avait des décisions de justice qui contrevenaient au schéma idéal que vous décrivez. Donc la majorité, elle l'a montré en adoptant cet amendement à la loi de finances 2022, en abondant de 50 millions les dotations. L'argent n'a pas encore été versé, c'est une précision. Oui, mais ça, on n'est plus dans les paramètres comptables. La loi a été adoptée, l'argent va arriver. Sauf que la Corsica Ferries est en droit de réclamer cet argent au 10 février, c'est-à-dire dans 2 jours. Quoi, donc, oui, c'est pas aussi simple que ça. Quoi. Oui, c'est pas aussi simple que ça, mais de toute façon, la dotation, elle n'est pas destinée à payer l'amende, hein, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, ça. Et on respecte encore le droit, y compris pour la Corse. Donc, parce qu'on ne peut pas donner une dotation de fonctionnement destinée à payer une amende. C'est interdit. Donc, et là, pour le coup, on serait condamné par les institutions européennes. Donc vous savez que c'est venu abonder une enveloppe particulière destinée à l'investissement et après c'est à la collectivité d'organiser les choses dans l'élaboration de son budget actuel ou à modifier. L'autre jour, à l'Assemblée nationale, vous avez voté un article visant à freiner la spéculation immobilière en Corse, les parlementaires de la majorité y compris. Le gouvernement s'y est opposé. Alors il y aura une deuxième lecture, il y aura le passage au Sénat, et puis après la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Vous avez bon espoir que cette proposition de loi puisse être adoptée? Maintenant, elle est dans les mains des sénateurs. Donc on va voir comment elle nous revient, si elle nous revient du Sénat. Mais c'est maintenant le travail aussi des parlementaires insulaires de convaincre les sénateurs insulaires de s'emparer du texte. On a adopté ce texte pour poser clairement la volonté de la majorité parlementaire et présidentielle de travailler avec les parlementaires insulaires sur ces questions qui sont prégnantes. On a perdu 1 an à cause de difficultés de calendrier, parce que vous savez que ça devait passer en mars 2021. Malheureusement, on a perdu 1 an, sinon la question sur l'adoption définitive serait déjà réglée. Mais on a aussi adopté, par exemple, la loi sur le 5 mai, l'interdiction des matchs de foot. Donc, même si on est dans le symbole... Ça a moins de portée, peut-être. Non, mais ça a eu une portée insulaire conséquente. Et effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. Mais sur la proposition de loi en l'état, on est dans une volonté, puisque dans 3 mois, vous aurez une nouvelle majorité, de toute façon, de poursuivre ce travail de co-construction, comme on l'a pu le faire avec Jean-Félix Acoaviva qui portait le texte, et en commission des lois notamment, où on a apporté des amendements au dispositif initial qu'il avait présenté, avec lesquels on a pu travailler très bien avec eux pour justement arriver à ce résultat. Je vous rappelle, c'était une adoption à l'unanimité. Donc on n'est pas dans le folklore, on s'engage, tous et toutes. Et puis c'est un problème qui va bien au-delà de la Corse, qui ne concerne pas seulement la Corse. Alors ça ne concerne pas seulement la Corse, mais on ne peut pas, je crois, comparer la problématique de la spéculation foncière de la Corse avec celle, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, comme ça a été fait par plusieurs députés de Seine-Saint-Denis pendant les débats. Une explication sur cette proposition de loi qui a été adoptée. Vous renforcez le pouvoir de préemption de la collectivité de Corse pour acheter des terres. Et avec quels moyens? Et ça nous renvoie à la question de l'autonomie.
Mais enfin, si la Corse indépendante aurait plus de moyens qu'elle n'en a aujourd'hui avec les dotations d'État... Je ne parle pas d'indépendance, je parle d'autonomie, et notamment concernant les ressources fiscales. Dans les conditions actuelles, on voit mal la collectivité de Corse préempter des terrains de plusieurs millions d'euros en bord de mer, ici et là. Puis est-ce son rôle? Son rôle. Alors, oui. mais alors, il y a déjà les communes qui ont ce pouvoir-là. Oui, mais on a un problème en Corse sur ces prérogatives communales, c'est qu'il faut que les communes soient dotées d'un document d'urbanisme pour pouvoir exercer le droit de préemption. Et je ne voudrais pas dire d'erreur, mais je crois que plus de 70% des communes en Corse n'ont pas de document d'urbanisme. C'est pour ça que le droit de préemption, même s'il est... Elles n'ont surtout pas d'argent, elles aussi. Hein. Non, mais de toute façon, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit de préemption. Et donc, puisqu'elles n'ont pas de document d'urbanisme, elles ne peuvent pas exercer le droit de préemption, puisque celui-ci ne peut s'inscrire que dans le cadre du PLU, plan local d'urbanisme, ou PLUI, à l'échelle intercommunale. Donc même si elles ont un droit théorique inscrit dans le code de l'urbanisme, elles n'ont pas le droit de l'exercer. Donc avec ou sans argent, de toute façon, c'est comme ça. Après, je vais prendre une commune comme Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, que j'ai vu tout à l'heure sur votre reportage. 3 900, 4 000 habitants pour la commune. C'est pas là où les prix de l'immobilier sont les moins chers sur le territoire. Non. Même s'il a son document d'urbanisme et son droit de préemption. Oui, qui est contesté au tribunal. Hein. Oui. On s'en fout. Lui, il n'a pas les moyens. Lui, il n'a pas les moyens. Mais la question s'est posée il y a quelques mois, effectivement, sur Porto Vecchio. On parlait d'un terrain de 5 à 6 millions. Et Jean-Charles Orsucci, le maire, a dit « Moi, je n'ai pas les moyens. » Mais je ne pense pas que la CDC en ait beaucoup plus. Hein. Si ça se multiplie... Hein, après, les choses s'organisent. Mais après, les choses s'organisent et se réglementent. Et la question de la fiscalité que vous évoquez tout à l'heure, alors je ne pense pas qu'elle passe par le statut de résident. Mais en tout cas, pour le coup, j'y suis... Je ne l'ai pas dit. Non, mais pour le coup, moi, j'y suis fermement opposé. Je l'ai déjà déclaré plusieurs fois, y compris publiquement. Il est évident que cette question doit être traitée en lien aussi avec les contraintes ou suggestions européennes qui peuvent exister dans le statut des îles méditerranéennes. Parce que les îles méditerranéennes qui ne sont pas françaises ne sont pas exonérées de ces difficultés ou de questions de spéculation foncière. Donc il faudra aussi regarder ce côté-là. En revanche, elles ont des statuts d'autonomie très poussés, voire d'indépendance concernant Malte. Oui, je vous ai dit ce que je pensais de l'indépendance. Il reste 3 minutes d'émission. Je voudrais évoquer un problème, c'est celui des droits de succession. En 2028, c'est-à-dire demain, on reviendra au régime droit commun. Ça risque de poser de sérieux problèmes aux familles qui détiennent des biens, donc le risque d'une vente de ces biens, du patrimoine. Il faut proroger encore ou est-ce qu'il faut trouver une solution et laquelle? Oh là là, c'est très compliqué, je vous l'accorde. En 3 minutes, c'est compliqué. La solution magique, je ne sais pas si elle existe. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer à des amis ou des connaissances continentales les mécanismes d'indivision et la justification du maintien des mécanismes d'indivision. Là, ce n'est pas un problème d'indivision. Non, mais c'est un problème de montant des droits de succession. Et l'incapacité pour les familles à régler les successions. Oui, c'est lié aussi. Oui. Et c'est pas complètement étranger au problème qui est soulevé. Et le nombre d'habitations est parfois d'une qualité architecturale assez exceptionnelle à l'abandon parce que les questions de succession n'avaient pas été réglées dans ce cadre-là. Et je crois que c'est lié en ce que les montants réels ou supposés de succession, de toute façon, c'est un débat aussi qui... Enfin, j'espère qu'on pourra le régler aussi pendant la présidentielle sur la question d'exonération des droits de succession. Moi, à titre personnel, je pense que de faire payer aux enfants le fruit du travail des parents pose question. Parce que quand on est obligé de vendre un bien pour payer les droits de succession de ce que vous laissent nos parents, je pense que la société dans son ensemble et la République, d'une manière générale, ne fonctionne pas bien. C'est ce que défend Valérie Pécresse. Oui, mais elle ne dit pas que des choses qui m'apparaissent inadaptées aux intérêts de notre pays. Eh bien, nous arrêterons là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bruno Kettel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Messieurs, merci à vous également. Contraste est maintenant terminé. On se retrouve dans un mois pour un nouveau rendez-vous, mais sous une autre forme, puisque ce sera à l'occasion des élections présidentielles et d'un débat. Intanto, buonasera a tutti.